Salam alaikum. Inch'Allah, on va commencer. Suite de notre cours, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau du diapo numéro 16. Je rappelle rapidement ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a défini l'impôt comme étant un prélèvement obligatoire par la loi, sans contrepartie directe. Normalement, il est payé par toutes les personnes, qu'elles soient privées ou publiques, également par des personnes morales ou bien physiques. Bien sûr, quel est l'objectif? Envie de couvrir ou bien de la couverture des charges publiques. Et on a précisé comme quoi le contribuable, la personne qui paye l'impôt, ne peut pas demander, par exemple, une contrepartie directe. Donc, s'il vous plaît, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un prélèvement obligatoire et que la personne qui doit payer l'impôt n'a pas le choix pour le paiement. Très bien. Après, on a essayé de voir le classement des impôts. Pardon. On a expliqué la différence entre l'impôt déclaratif et l'impôt retenu à la source. On a donné l'exemple de l'IS comme étant un impôt dont la déclaration est réalisée par l'entreprise. C'est l'entreprise qui va remplir la déclaration. C'est l'entreprise qui va dégager le montant de l'impôt à payer. Et c'est l'entreprise qui se déplace d'une façon spontanée pour payer l'impôt. Bien sûr, le fait de déclarer l'impôt, il y a possibilité de frauder. Donc, certainement, il y aura un contrôle de la part de l'administration fiscale après avoir payé son impôt. Donc, une fois l'entreprise paye l'impôt, il ne faut pas comprendre par là que l'entreprise ne sera jamais contrôlée. Même s'il paye le montant de l'impôt, déclaré, bien sûr, par l'entreprise, le fisc, l'administration, peut envoyer des contrôleurs à l'entreprise pour vérifier, pour contrôler la véracité, l'exactitude et la sincérité de ces... Oui, donc ce que je reprends, je disais que normalement, euh, même si l'entreprise elle déclare l'impôt, l'administration fiscale elle peut vous contrôler après avoir déposé votre déclaration. Tout ça, c'est pour faire face à deux phénomènes que j'ai expliqués la semaine dernière, à savoir la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Rapidement, je rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. On a dit premièrement que l'objectif de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale est le même, à savoir le paiement de moins d'impôts, ou bien ne rien payer. Mais on a expliqué comme quoi la loi, elle sanctionne la fraude fiscale, mais elle ne sanctionne pas l'évasion fiscale. C'est-à-dire, en cas de fraude, c'est quoi la fraude? Par exemple, c'est enregistrer les opérations sans disposer de pièces justificatives, sans donc enregistrer des opérations alors qu'il n'y a pas de pièces justificatives. Normalement, en comptabilité, pour que l'opération soit admise, il faut qu'elle soit justifiée. Il faut un argument, il faut une preuve, il faut une pièce justificative. Donc s'il n'y a pas de pièce, cela veut dire que c'est un cas de fraude. Un cas de fraude. Il y a en parallèle l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, on a expliqué, on a dit que certains articles de la loi présentent des lacunes ou bien présentent des failles. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? L'entreprise, il manipule, il exploite les lacunes des textes de loi, d'accord, pour payer moins d'impôts. Donc, s'il exploite les lacunes, l'entreprise n'a pas de problème parce qu'elle a utilisé la loi pour payer moins d'impôts. Le cas, par exemple, de l'évasion fiscale, on a dit l'exemple des salaires. L'entreprise peut gonfler les salaires parce que la loi n'a pas fixé un plafond pour les salaires. Il n'y a pas de plafond pour les salaires, donc l'entreprise peut les augmenter, surtout lorsqu'il y a des liens de parenté entre le patron et les salariés, par exemple, qui est son fils, ou bien sa femme, ou bien sa fille. Il peut donc gonfler le salaire dans ce cas-là, et le fisc ne peut rien faire parce qu'on n'a pas fixé des plafonds. Et on ne peut pas le faire. Partout dans le monde, la loi ne peut pas fixer un plafond pour les salaires, parce que les salaires sont accordés en fonction des compétences de la personne, en fonction de ses diplômes, en fonction de son expérience. Donc c'est le cas de l'évasion fiscale. Maintenant, aujourd'hui s'il vous plaît, aujourd'hui on va passer aux classifications des impôts. Comme c'est affiché pour vous, la première classification, on distingue entre les impôts d'État et les impôts locaux.
Premièrement, les impôts d'État sont les impôts qui sont perçus, c'est-à-dire qui sont reçus par l'État. Donc, ils sont perçus au profit du budget national, principalement l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est payé par les entreprises, ou bien l'IR, l'impôt sur le revenu, payé par les salariés, ou même la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est payée par l'entreprise et aussi payée par le dernier consommateur. Donc ces impôts, on les appelle les impôts d'État, parce qu'on les trouve dans le budget de l'État. On les trouve dans le budget de l'État. Deuxièmement, il y a les impôts locaux. Les impôts locaux, quant à eux, alimentent les budgets des collectivités locales. Alimentent les budgets des collectivités locales, comme la taxe professionnelle, comme la taxe urbaine, etc. Donc, généralement, ces impôts locaux, ils sont reçus par les collectivités directement et servent à financer les besoins de ces collectivités. Parce qu'au départ, c'est l'État qui reçoit tous les impôts. Et après l'État, il fait la répartition. Mais ça fait des années maintenant que la loi a distingué entre les impôts qui seront reçus par l'État, comme l'IS, comme l'IR, la TVA, et les impôts locaux qui sont directement reçus par les collectivités. Ces impôts locaux représentent des ressources pour financer les besoins de ces collectivités, bien sûr les besoins de la population. La première distinction, c'est les impôts d'État et les impôts locaux. Deuxièmement, deuxième classification, les impôts personnels et les impôts réels. Les impôts personnels sont les impôts dont la détermination tient compte de la situation personnelle des contribuables, notamment de ses charges de famille, et distinguées de sa résidence. Exemple, la taxe urbaine, l'IR, ses revenus salariaux. Je m'explique. Lorsqu'on va traiter, Inch'Allah, l'impôt sur les salaires, on va voir que pour calculer l'impôt d'un salarié, on tient compte de sa situation familiale. Par exemple, l'État, il donne un avantage pour le salarié, suivant sa situation. C'est-à-dire, une fois on calcule l'impôt pour un salarié, on va déduire ce qu'on appelle les déductions pour les personnes à charge. Déductions pour les personnes à charge. Par exemple, si un salarié il est marié et il a 2 enfants, dans ce cas-là, il a 3 personnes à charge, la femme et 2 enfants. S'il est marié, il a 4 enfants. Total des personnes à charge, 5. C'est-à-dire, on compte la femme avec les enfants. Donc, s'il est marié, il a 4 enfants, donc ça fait 5 personnes. Pour chaque personne, la loi il lui donne la déduction de 30 dirhams par personne par mois. 30 dirhams par personne par mois. C'est-à-dire, s'il est marié, il a 4 enfants, il a 5 personnes à charge. On prend 5 fois 30, ça fait 150 dirhams. Donc, il va déduire, il va retrancher de son impôt 150 dirhams. Donc ici, hier, il tient compte de la situation familiale du salarié. D'accord? Donc, c'est un impôt personnel parce qu'on a pris en considération la situation familiale du salarié. Également, un salarié qui a obtenu un crédit bancaire, il peut déduire de son salaire net imposable les intérêts, ou bien le montant de la traite qu'il paye, ou bien le montant de la traite qu'il paye. Donc là aussi, la loi, il tient compte du logement du salarié. S'il a par exemple un logement social, il va déduire toute la traite. Inch'Allah, après, lorsqu'on va traiter l'impôt sur les salaires, on va parler de ces éléments en détail. Si un salarié a donc un logement social, ce qu'on appelle nous couramment le logement économique, d'accord? Dans ce cas-là, le salarié, il va déduire tout le montant de la traite de son salaire. Par contre, s'il a un logement qui n'est pas social, et après on va définir, Inch'Allah, que signifie social et non, il n'est pas social. Donc s'il n'est pas social, il va déduire les intérêts. L'essentiel ici, c'est que la loi tient compte de crédit logement obtenu par le salarié. Tout ça, c'est pour dire que l'impôt personnel, il tient compte de la situation du salarié, de la situation familiale et de la situation du salarié au niveau du logement utilisé. Au niveau du logement utilisé. Ça, c'est l'impôt personnel. Il y a l'impôt réel, c'est le contraire. L'impôt réel, il ignore
la situation personnelle, il touche les actes, comme droit d'enregistrement. Aujourd'hui, si une personne achète un terrain, achète un logement, il paye les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, c'est un pourcentage qu'on paye, quelle que soit la personne. Qu'il est marié, qu'il est célibataire, qu'il travaille, ne travaille pas, peu importe. Donc, le droit d'enregistrement, c'est un impôt réel. Il ne tient pas compte ni de la situation familiale de la personne, ni de son logement. Ou bien aussi les opérations de TVA. Aujourd'hui, même vous ou bien moi, si vous achetez un article, un produit, vous payez la TVA de 20%, ou bien 14%, ou bien 10%, ou bien 7%, quelle que soit votre situation. Que vous soyez riche ou bien pauvre, célibataire ou bien marié, que vous soyez jeune ou bien âgé, quelle que soit votre situation, vous payez la même TVA, le même taux. Vous voyez? Donc la TVA, c'est un impôt réel, parce qu'il ne tient pas compte de la situation familiale, de la situation financière de la personne. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième classification. La première, c'était l'impôt d'État, l'impôt locaux. Maintenant, l'impôt personnel, l'impôt réel. C'est très important. Je passe à la classification juridique. Cette classification distingue deux types d'impôts, les impôts directs et les impôts indirects. Premièrement, les impôts directs, ce sont les impôts pour lesquels, celui qui supporte la charge, doit aussi en acquitter le montant. Ils sont plus fortement ressentis par le contribuable. C'est l'exemple de l'IS et de l'IR. Donc l'impôt direct, déjà, il y a une déclaration. Donc l'entreprise qui paye l'IS, elle sait très bien qu'il paye l'IS, parce que c'est l'entreprise qui fait la déclaration. C'est l'entreprise qui fait les calculs. Donc l'entreprise, elle sait très bien qu'il paye l'impôt et le montant qu'il paye. C'est un impôt qui est direct. C'est un impôt direct. Contrairement à l'impôt indirect. Regardez, l'impôt indirect, ce sont les impôts pour lesquels la personne qui effectue le paiement auprès de l'administration est différente de celle qui supporte réellement l'impôt. L'impôt est incorporé dans les prix. Exemple de la TVA, car le consommateur final paye le montant TTC. Bien sûr, vous par exemple, vous les étudiants de licence, maintenant, alhamdoulilah, vous avez un bagage au niveau comptable et fiscal. Vous connaissez maintenant la TVA, vous connaissez leurs taxes, vous connaissez TTC. Mais si vous prenez un simple consommateur qui n'a pas fait de gestion, lorsqu'il paye le prix d'un produit, d'un article, cette personne-là ne sait pas, ne connaît pas le fait qu'il paye à l'intérieur la TVA. Donc, le contribuable, le consommateur, entre guillemets, normal, simple consommateur, il paye l'impôt sans en être conscient. Il n'est pas conscient du fait qu'il paye cet impôt-là. Pourquoi? Parce que l'impôt, il est intégré. L'impôt, il est incorporé dans le prix qu'il paye. Qui est le prix qu'il paye? Le prix TTC, toute taxe comprise. Le prix, toute taxe comprise. Voici pourquoi maintenant, dans les grandes surfaces, comme Marjan par exemple, vous trouverez les articles avec l'affiche, avec la note, c'est précisé, leur taxe, TVA et TTC. Leur taxe, TVA et TTC. Pour vous dire, voici le montant hors taxe, voici le montant de la TVA, voici le montant TTC que vous allez payer. Le montant TTC, c'est le montant hors taxe plus la TVA. L'hors taxe plus la TVA, il donne le montant, toute taxe comprise. C'est le montant que le consommateur doit payer. Donc cet impôt, il est indirect. Pourquoi? Parce que parfois, le consommateur, il paye cet impôt et il n'est pas conscient qu'il paye cet impôt. Il paye cet impôt-là, mais il n'est pas conscient qu'il paye cet impôt. Donc, troisième classification, c'est l'impôt direct et l'impôt indirect. Je ne sais pas si vous avez des questions. Quelqu'un a une question précise, il peut la poser. J'ai une question. Oui, oui. Je sais quoi l'impôt local? J'ai pas bien compris l'impôt local. Je vais revenir. Je vais revenir à l'impôt local. Regardez, c'est bien noté l'impôt local ici. L'impôt local, c'est un impôt qui n'est pas reçu directement par l'État. Il est reçu par les collectivités, jamaat. Parce que tout à l'heure, j'ai dit,
Avant 1990, c'est l'État qui reçoit tous les impôts. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette répartition impôts d'État, impôts locaux. Mais après 1990, la loi, il a divisé les impôts en deux. Il y a des impôts qui sont reçus par l'État. L'État, c'est-à-dire la direction des impôts. Lorsqu'on parle de l'IS, vous êtes une entreprise installée à Casablanca. Vous devez payer l'IS. Il faut payer l'IS où? Ce n'est pas à la collectivité. Là, chez le Jamaat. Vous payez l'impôt à la direction des impôts. Dans la direction des impôts au centre-ville. مثلا هذا سقط اكادير عندنا ديريكسيون دي زامبو عندنا ديريكسيون حي محمدي ديريكسيون سيدي معروف دونك لا هذه ديريكسيون il appartient à l'État c'est pour payer l'IS pour payer l'IR pour payer la TVA donc qui reçoit des impôts c'est l'État سميناهم les impôts d'État mais les collectivités جماعات ils reçoivent des impôts بحالاش taxe professionnelle la taxe professionnelle اللي كانت كتسمى l'impôt des patentes. C'est ce qu'on appelait auparavant l'impôt des patentes. D'accord? Après taxe professionnelle. Donc, cette taxe professionnelle n'est pas reçue par l'État. Il est reçu par les collectivités. مثلا عندنا جماعة عين الشق، جماعة بنمسيك، جماعة البرنوسي، جماعة عين السباع، جماعة أنفا، etc. collectivité, il reçoit les taxes professionnelles de la région ديالها. De la région ديالها. La collectivité ديال المعارف il reçoit la taxe professionnelle et les entreprises qui exercent le ma'arif. Pourquoi la collectivité reçoit de la taxe? C'est pour les infrastructures, l'éclairage public, les routes, pour donc satisfaire les besoins de la nation. Idem, au lieu que l'État il reçoit les taxes, ensuite il va les donner aux collectivités et là au départ fixé à de la règle. Quelle règle? L'État il reçoit les grands impôts, les grands impôts, principalement l'IR, l'IS et la TVA, alors que la taxe professionnelle, taxe urbaine, la taxe d'édilité et la nadafa aussi, les taxes ils sont reçus par les collectivités. Mais les deux, ils ont le point commun, l'impôt d'État et l'impôt local. Ils ont le point commun d'Yalhom, ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires. Oui, oui, mais j'ai puisque la taxe professionnelle est payée aux collectivités, donc je ne vais pas payer. Non. Au départ, la semaine dernière, on a dit l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire. Donc que ce soit impôt ou bien taxe, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. L'impôt et taxe, c'est la même chose. C'est un prélèvement obligatoire. Quelle est la différence? C'est que l'impôt d'État, il est reçu par les directions d'impôts de l'État, alors que les impôts locaux, ils sont reçus par les collectivités locales. C'est bon, c'est clair? Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc je passe. On a vu l'impôt personnel, l'impôt réel. On a vu l'impôt direct et l'impôt indirect. Je passe maintenant au dernier point de ce chapitre qui est très très important, à savoir les procédés d'établissement de l'impôt. C'est quoi ces procédés? C'est le point commun entre tous les impôts. S'il vous plaît, vous devez maîtriser ces 5 points, ces 5 concepts, ces 5 notions. Donc regardez, 5 notions sont à saisir dans l'application de tout impôt. Donc quel que soit l'impôt qu'on va étudier, il y a les 5 notions. Quelles sont les 5 notions? 1. Le champ d'application. 2. L'assiette de l'impôt. 3. La liquidation de l'impôt. 4. L'exigibilité de l'impôt. Et 5. Le recouvrement de l'impôt. Ces 5 notions, on va les voir en détail. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier les 5 points, les 5 notions, à savoir le champ d'application, l'assiette de l'impôt, la liquidation de l'impôt, l'exigibilité de l'impôt et le recouvrement de l'impôt. Au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Les 5 points, ils sont communs à tous les impôts, quel que soit l'impôt qu'on va étudier. Alors on doit étudier le champ d'application. On va commencer, Inch'Allah, par l'IS, l'impôt sur les sociétés. Vous devez maîtriser le champ d'application de l'IS, l'assiette fiscale de l'IS, la liquidation de l'IS, l'exigibilité de l'IS et le recouvrement de l'IS. On va expliquer ça. La même chose pour l'IR, le champ d'application de l'IR. L'IR,
c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Le champ d'application. L'assiette de l'IR. La liquidation de l'IR. L'exigibilité de l'IR. Le recouvrement de l'IR. Et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, on va essayer de voir et de définir chaque notion, chaque concept. Regardez. Voilà. Le champ d'application de l'impôt. Le champ d'application de l'impôt consiste à préciser les personnes imposables. À préciser les personnes imposables, virgule, les opérations imposables et les règles de territorialité. S'il vous plaît, à ce niveau, faites attention. Et même le jour des entretiens, pour le master ou bien pour l'embauche, on peut vous poser cette question-là. On peut vous dire, s'il vous plaît, quelle est la différence entre le champ d'application et hors champ et exonération. Champ d'application, hors champ d'application et exonération. C'est très important. Il faut savoir le lien entre les trois. Champ d'application, hors champ, H-O-R-S, hors champ d'application, et exonération. Donc, premièrement, le champ d'application, il donne les personnes imposables, les opérations imposables, les règles de territorialité. Je prends un exemple pour comprendre. Supposons, je parle du champ d'application de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc, quel est le champ d'application de l'IS? Si vous avez lu votre cours que je vous ai envoyé sur l'IS, à travers le champ d'application, les personnes imposables, principalement, ils sont les sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, les SA. Donc, chaque SA au Maroc n'a pas le choix. Il doit payer l'IS. Donc, c'est une personne imposable. Quelles sont les opérations imposables? De la société anonyme, qu'est-ce qu'il dégage? Il dégage un bénéfice fiscal. La société anonyme, il dégage un bénéfice fiscal. Le bénéfice fiscal, c'est l'opération imposable. Les règles de territorialité. Chaque société au Maroc, il paye l'impôt sur le territoire où se trouve son siège. Maintenant, une société, elle a son siège à Casablanca. Il paye l'IS à Casablanca. S'il a son siège à Marrakech, il paye l'impôt à Marrakech. S'il a son siège à Tanger, il paye l'impôt à Tanger, et ainsi de suite. Donc, chaque entreprise, il paye l'impôt à la direction où se trouve son siège social. Donc, la société anonyme, le bénéfice fiscal, ce sont les personnes, les opérations qui sont soumises à l'IS. On appelle ça le champ d'application. Le champ d'application. Maintenant, hors champ. Hors champ, ce sont les personnes et les revenus qui ne sont pas soumis à cet impôt. Maintenant, si je vous pose la question et je vous dis un salarié, est-ce qu'un salarié, il paye l'IS? Vous allez me dire non. Le salarié, il paye l'IR, il ne paye pas l'IS. Le salarié, il est hors champ de l'IS. Le salarié, il est hors champ de l'IS. Et le salaire de l'employé, il est hors champ de l'IS. Parce que le salarié ne paye pas l'IS, il paye l'IR. Maintenant, exonération. Attention. L'exonération, c'est que le revenu, il fait partie du champ d'application, mais il est exonéré. Exonéré, ma'fi, d'après la loi. Exemple, aujourd'hui au Maroc, on peut trouver une société anonyme agricole. Société anonyme agricole. Normalement, société anonyme, il doit payer l'IS. Il fait partie du champ d'application. Mais la loi, qu'est-ce qu'il dit? L'entreprise agricole, lorsque son bénéfice n'a pas atteint 20 millions de dirhams, il est exonéré. Il est exonéré. Ou bien, prenons un salarié, aujourd'hui au Maroc, un salarié qui a un salaire inférieur à 2500 par mois. Il a un salaire inférieur à 2500 par mois. Il est exonéré. Un salarié qui a un salaire de 2000 dirhams, est-ce qu'il paye l'IR? Non. Est-ce qu'il fait partie des champs? Oui. Il fait partie des champs, mais il est exonéré. Ma fille. Pourquoi exonéré? Parce que son salaire a atteint le seuil. Qui est le seuil? Le seuil, le seuil, c'est le montant à partir duquel on va commencer à payer l'impôt. Donc, il n'a pas atteint le seuil. Et le seuil est de 1500. Donc, un salarié qui a 2000 dirhams, il fait partie des champs.
تعرف le champ, mais il est exonéré. Il est exonéré. Ma fille. Pourquoi? Parce que son salaire n'a pas atteint le seuil. Idem, on a le champ d'application, c'est le revenu qui est soumis à l'impôt. On a hors champ, c'est le revenu qui n'est pas concerné par le champ. On a exonéré, c'est le revenu qui fait partie du champ, mais qui est exonéré. Pourquoi il est exonéré? Parce qu'il y a une loi. Et c'est pour que l'année prochaine, on peut changer la loi. Et la personne exonérée, il devient une personne qui est soumise à l'impôt. Le revenu qui était exonéré, il devient revenu soumis à l'impôt. Donc c'est ça la différence. Le champ d'application. Hors champ, on ne peut jamais avoir l'intersection. Il n'y a pas de relation entre les deux. Parce que on ne peut pas demander à un salarié de payer l'IS sur son salaire. Non, il n'y a pas de l'IS sur le salaire. L'IS, c'est pour les sociétés. Est-ce que c'est clair ce point-là? Est-ce que c'est clair ce point? Monsieur? Oui, oui, c'est Monsieur, bon. monsieur, j'ai pas bien compris pourquoi il est exonéré. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? De quel exemple je parle? Exonéré. Le salaire, par exemple. Ah oui, oui. Ouais, regardez. Et ouais, à votre avis, est-ce qu'on peut demander à un salarié qui a 2500 de payer l'impôt? Acheter 2500 par mois, ça c'est rien. Moi, je me dis, c'est parce que l'État, il a compris que 2500, c'est un petit salaire. 2500, c'est un petit salaire. Au contraire, aujourd'hui au Maroc, les salariés, les syndicats, ils demandent à ce que le seuil, même proche de 2500, il aussi 4000 dirhams et plus. Et parce que, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de demander à un salarié qui a un salaire de 3000 dirhams, de payer l'impôt? À votre avis, est-ce que c'est logique? Non. Non. Vous voyez? Moi, je me dirais. Donc, exonéré, parce que c'est pas normal. Un petit salaire, et en plus, il paye l'impôt à l'État. C'est pas logique. Alors, dans les pays développés, quand tu as le seuil, fait 10 000 dirhams, on va commencer à payer l'impôt. Mais si un salarié qui a 3 000 dirhams, il paye l'impôt à l'État. Donc, voici pourquoi l'État a exonéré. Et pour vous dire, l'IR sur salaire, il a été mis en place au Maroc en 1990. Alors, en 1990, شنو هو السالير اللي كان اكزونيري؟ كانت غير 1500 كانت 1500 درهم 1500 درهم ابخي on a relevé وصلنا ل 2000 ل 1800 1800 ابخي من 1800 وصلنا ل 2000 وصلنا ل 2500 et aujourd'hui encore les salariés demandent à ce que هذا le salaire exonéré il augmente les syndicats كيطلبوا باش يوصل ل 4000 درهم على 4000 dirhams. يعني les salariés commencent à payer l'impôt lorsque leur salaire dépasse 4. Donc, c'est ça exonéré. Donc, exonéré, je nous exonéré. Il fait partie des champs, d'accord? Et la décision, ça peut changer. Soit qu'on peut augmenter ou la diminuer le seuil. Soit augmenter ou bien diminuer le seuil. D'accord? Donc, ça, Merci, c'est. monsieur. Je vous en prie. Donc, ça, c'est le premier point concernant le champ d'application hors champ et les éléments exonérés. Ou quel que soit l'impôt que vous prenez, غتلقاو l'exonération. نعطيك مثلا عاوتاني exonération بحال اش TVA. La TVA c'est quoi? La taxe sur la valeur ajoutée. ياك normalement la TVA il frappe que les produits. ولكن l'État il a fait des exceptions. مثلا les produits fondamentaux مثلا la farine الدقيق فهمتيني la farine le beurre الزبده l'huile يعني الزيت هاد les produits ils sont fondamentaux وقريتو في l'économie ce sont des produits de première nécessité ياك هاد les produits هادو ils sont exonérés من TVA معفيين من TVA فهمتيني parce qu'ils sont consommés par la masse la majorité des Marocains ils consomment les produits et pour ne pas augmenter leur prix اشنو دارت l'État les produits هادو ils sont exonérés هنا معفيين من TVA يعني ils sont vendus avec le prix hors taxe sans TVA ما فيهمش TVA يعني ils ne sont pas vendus en TTC ils sont vendus en hors taxe est-ce que c'est clair
Oui, monsieur. Voilà. Yani, maintenant, si vous demandez à l'État pourquoi ces produits ils sont exonérés, la réponse de l'État, parce que les produits, ce sont des produits de première nécessité, ce sont des produits physiologiques, ce sont des produits fondamentaux, ce sont des produits consommés par la masse. Et ils sont exonérés. D'accord? La règle n'est pas toujours applicable. Maintenant, les médicaments, après, ils sont taxés. Pour les médicaments, alors c'est un produit fondamental. ولكن فيه la TVA de 7%. Ah ouais, il n'est pas exonéré. La TVA de 7%. Il n'est pas exonéré. Les médicaments. Alors, les médicaments, c'est pour la santé. Pour la santé, c'est un besoin crucial. C'est un besoin fondamental. Et malgré tout ça, il y a la TVA sur les médicaments au taux de 7%. Qu'est-ce qu'elle a fait la loi? Au lieu de mettre un taux de 20% ou la 14%, il a appliqué un taux de 7%. Taux de 7. Et un taux réduit. C'est clair? Cette opération d'exonération, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. S'il vous plaît, je passe au deuxième point. Deuxième point, à savoir l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt est la base, la matière sur laquelle repose l'impôt. S'il vous plaît. Inch'Allah, lorsqu'on va commencer l'IS, bien sûr, tout le travail de l'IS, c'est parce qu'on va chercher l'assiette de l'impôt, qu'on appelle aussi la matière imposable, ou bien la base imposable. C'est quoi l'assiette de l'impôt? C'est le montant sur lequel j'applique le taux. Parce que l'impôt, le taux est défini par la loi. Le barème de l'impôt est donné par la loi. Quelle est la question qui se pose? C'est de calculer le montant sur lequel je vais appliquer le taux. Quelle est l'assiette fiscale pour l'IS? C'est le bénéfice fiscal. Et pour l'IR sur salaire, c'est le salaire net imposable. Et pour la TVA, c'est le montant hors taxe. Donc, si je commence par l'IS, les taux de l'IS, on va les voir. C'est un barème. C'est un barème. Il y a trois tranches pour les taux de l'IS. Il y a 10%, il y a 20% et 31%. On va voir ça en détail, Inch'Allah, après. Les taux de l'IS, 10%, 20% et 31%. C'est-à-dire que les taux sont définis par la loi. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit calculer? Elle doit calculer le bénéfice fiscal. Parce que l'IS sera égal le bénéfice fiscal fois le taux. Donc le bénéfice fiscal, qu'on appelle aussi le résultat fiscal, c'est l'assiette de l'impôt. C'est ça l'assiette de l'impôt. Donc l'assiette, c'est le montant sur lequel j'applique le taux. Et quel que soit l'impôt, il y a un taux. Qu'est-ce qu'on doit chercher? L'assiette, la base ou bien la matière imposable. Bien sûr, chaque impôt, il a son assiette spécifique. Là, on a donné des exemples. Pour l'IS, c'est quoi l'assiette? C'est le bénéfice fiscal. Mais le bénéfice comptable, on va le voir. Le bénéfice fiscal, il y a une différence. Jusqu'à aujourd'hui, certainement, vous ne faites pas la différence entre les deux. Attention, le bénéfice que vous avez calculé en compta général, d'après le CPC, d'après le compte de produits et charges, on appelle ça le bénéfice comptable. Le bénéfice comptable. Mais pour l'assiette de l'impôt, ce n'est pas le bénéfice comptable, c'est le bénéfice fiscal. Vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? On verra. Inch'Allah, lorsqu'on va traiter le chapitre sur l'IS, on va parler du bénéfice fiscal et du bénéfice comptable. Pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est que l'assiette de l'IS, c'est le bénéfice fiscal et non pas le bénéfice comptable. Pour un salarié, il doit payer l'impôt. Quel impôt il va payer le salarié? L'IR, l'impôt sur le revenu. Qui est l'assiette de l'impôt sur les salaires? C'est le salaire net imposable. Là aussi, on a spécifié. Lorsqu'on va travailler les salaires après, Inch'Allah, on va voir qu'il y a le salaire brut, il y a le salaire brut imposable, et il y a le salaire net imposable. Après, on calcule l'impôt. Donc l'impôt, il est calculé d'après un barème. Même pour l'IR, il y a un barème. Il y a 0% exonération. Il y a 10%, 20%, 24%, 34% et 38%. C'est un barème qu'on va voir, Inch'Allah, après en détail. Donc, les taux, on les applique au salaire net imposable. Donc, le salaire net imposable, c'est l'assiette de l'IR. C'est l'assiette de l'impôt sur les salaires.
Et pour la TVA, le montant de la TVA, il est calculé sur la base d'un taux, mais sur quel montant? Sur le montant hors taxe. Si on a acheté, on prend le montant d'achat hors taxe. Si on a vendu, on prend le montant des ventes hors taxe. Parce qu'on ne peut jamais appliquer la TVA sur le montant TTC. Parce que si on applique la TVA sur le montant TTC, c'est comme si on va appliquer la TVA sur la TVA. Ce n'est pas normal. Donc on applique la TVA sur le montant hors taxe. Je parle de maintenant globalement. Donc, Inch'Allah, lorsqu'on va commencer les impôts, lorsqu'on va détailler, vous allez voir comment on calcule cette TVA, comment on calcule l'IR sur salaire, comment on calcule l'IS sur le bénéfice fiscal. C'est bon ce point-là? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions? Oui, monsieur. Y a-t-il des questions? Ou bien c'est clair? C'est clair, monsieur. Très bien, merci. Merci. Très bien. Ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier point, je rappelle, c'est le champ d'application. Le deuxième point, l'assiette de l'impôt. Troisième point, la liquidation de l'impôt. La liquidation de l'impôt, donc cette étape vient juste après la détermination de l'assiette de l'impôt. Cette étape, elle vient juste après la détermination. C'est-à-dire, une fois on a calculé l'assiette de l'impôt, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer l'impôt. Donc cette opération consiste à calculer la somme due. C'est quoi la somme due? La somme due par le contribuable sur la base de l'assiette déjà définie. Donc on va calculer le montant que l'entreprise ou bien que le salarié doit payer à l'État. On appelle ça la liquidation. C'est à ce moment-là qu'on va appliquer le barème de l'IS, le barème de l'IR et le taux de la TVA. Donc, une fois on a calculé l'assiette de l'impôt, tout le reste c'est facile parce qu'on va appliquer le barème et on va calculer le montant de l'impôt suivant le taux en vigueur. Donc c'est la liquidation de l'impôt. Je passe à la quatrième étape, l'exigibilité de l'impôt. S'il vous plaît, lorsqu'on dit exigibilité, c'est-à-dire quand est-ce qu'un impôt devient exigible? Quand est-ce qu'on doit payer? Parce qu'attention, on a défini le champ d'application, on a calculé l'assiette fiscale, on a calculé le montant de l'impôt. La question qui se pose, la quatrième, quand est-ce qu'on va payer? Ah oui, mais la loi a fixé les délais pour payer. Parce que si la loi n'a pas fixé les délais pour payer, personne ne va payer. Personne ne va payer. Ou bien, il y a quelqu'un qui va payer après 2 ans, d'autres après 3 ans, d'autres ne vont pas payer. Voici pourquoi la loi a fixé les délais de paiement. Regardez, c'est l'acte qui rend une personne redevable de l'impôt. C'est-à-dire, c'est l'acte qui rend une personne et doit payer une dette à l'État et qui donne naissance à la dette fiscale. Qui donne naissance à la dette fiscale. Donc, quand est-ce que l'entreprise a une dette fiscale envers l'État? Ainsi, l'impôt sur les salaires, il devient exigible, c'est-à-dire il faut le payer au moment des paiements des salaires. Par exemple, quand est-ce qu'on paye les salaires des employés? À la fin du mois. Maintenant, nous sommes le mois de décembre. Le mois de décembre, à la fin du mois, l'entreprise, il calcule les bulletins de paie de chaque salarié. Et donc, il va calculer l'impôt pour chaque salarié à la fin du mois de décembre. Qu'est-ce qu'il fait l'entreprise à la fin du mois de décembre? Il collecte et fait l'addition, la somme du montant total de l'impôt pour tous les salariés. Et qu'est-ce qu'il dit la loi? L'entreprise, elle a jusqu'à le 31 janvier 2021 pour payer le total de l'IR du mois de décembre. Toujours, l'IR sur les salaires d'un mois M, il est payé à la fin du mois M plus 1. Maintenant, l'entreprise, il a payé les salariés à fin mars. Fin mars, il a collecté le montant des impôts sur les salaires. Le montant d'impôt sur les salaires, il faut payer ce montant d'impôt à l'État au plus tard
le 30 avril, la fin du mois suivant. Ou bien, l'entreprise a fait les calculs de l'impôt pour le mois de juillet, le mois 7. L'entreprise, elle a jusqu'à fin août, 31 août, payer l'IR. Donc, la loi, elle a fixé un délai pour payer l'IR sur les salaires. Également, pour l'IS, il y a un délai, on va en parler, Inch'Allah, pour l'IS. Nous sommes le mois de décembre. Bientôt, Inch'Allah, le 31/12/2020, toutes les entreprises marocaines, elles vont arrêter leur comptabilité, elles vont dégager l'assiette fiscale, elles vont calculer l'impôt. Mais quand est-ce qu'ils vont payer? Ce n'est pas le 31/12, non. Ils ont un délai jusqu'à le 31 mars 2021. Toutes les entreprises marocaines ne doivent pas dépasser le 31 mars 2021 pour payer l'IS de l'année 2020. Parce qu'on ne peut pas vous demander d'arrêter les comptes le 31/12/2020 et de payer 2020. Ce n'est pas normal. L'État, il vous donne 3 mois. Il vous donne un délai, 3 mois. Donc vous allez payer par le 31 mars 2021. Maintenant, si l'entreprise, il dépasse le 31 mars, pardon? Oui? J'ai pas entendu. Quelqu'un vous pose une question? Oui, est-ce que quelqu'un vous pose une question? Non. D'accord. Je disais, pour l'IS, le délai de paiement, c'est le 31 mars de l'année suivante. Chaque année, vous allez payer l'impôt de l'année N, au plus tard, le 31 mars de N plus 1. Pour payer l'impôt de l'année N, il faut payer au 31 mars N plus 1. Donc, pour cette année 2020, les entreprises vont payer l'IS au plus tard le 31 mars 2021. 31 mars, ça c'est la date imposée par la loi. Si on dépasse le 31 mars, il y aura des amendes et des pénalités. Il y aura des amendes et des majorations et des pénalités. Donc pour l'IR sur salaire, c'est le délai, c'est la fin des mois suivants. Pour l'IS, c'est le 31 mars de l'année suivante. Pour la TVA devient exigible au moment de l'encaissement du prix de la vente ou au moment de la facturation. Donc si l'entreprise a vendu une marchandise, elle a reçu le montant de la vente. Une fois qu'elle reçoit le montant de la vente, le montant de la TVA, il faut le payer à l'État. Parce que comme vous savez, l'entreprise pour la TVA, c'est un intermédiaire. Wasset. L'entreprise est un intermédiaire pour la TVA. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'il reçoit le montant TTC. L'entreprise va garder le montant hors taxe et elle va donner à l'État la TVA. Donc la TVA pour l'entreprise, c'est une dette. Elle va la recevoir des clients et elle va la reverser à l'État. Et l'entreprise n'a pas le choix. L'entreprise est obligée de jouer son rôle d'intermédiaire entre les clients et l'État. Donc la TVA, elle est exigible. Il devient une dette pour l'entreprise une fois l'entreprise a reçu le prix de vente. C'est ça l'exigibilité. C'est la date à laquelle l'entreprise doit payer la dette de l'impôt. Que ce soit l'IS, que ce soit l'IR ou bien la TVA. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, merci. Je passe au cinquième point. Je rappelle, on a dit qu'il y a 5 points. Le premier point, le champ d'application. Oui. S'il vous plaît, pour l'exigibilité de l'impôt, Oui. l'entreprise, les impôts qui représentent une dette de l'entreprise envers l'État peuvent être l'IS ou TVA ou l'IR. C'est l'IR qui تجمعهم باش تعطيهم. Chauffe, regardez. Les trois impôts représentent des dettes, mais les dates sont différentes. Ah, Les dates sont différentes. Attention. L'IS, c'est l'entreprise qui supporte l'IS. Donc l'IS, il est payé par l'entreprise. Alors que pour l'IR, l'entreprise, il est seulement intermédiaire. علاش غنشوفوها après parce que le salarié il supporte l'IR
Quoi qu'il le Oui, salarié, ce n'est pas lui qui se déplace pour payer l'IR. À la fin du mois, un salarié marocain, non. C'est son entreprise, il fait les calculs, il prépare le bulletin de paie, il lui prélève l'impôt. L'entreprise, il joue le rôle d'intermédiaire entre les salariés et l'État. Où il n'a pas le choix. C'est obligatoire. L'État, les entreprises, à la fin de chaque mois, chaque entreprise, il fait les calculs de l'impôt sur les salaires, il collecte le total de l'impôt, il l'impôt à la fin du mois suivant. Donc, l'entreprise, il est intermédiaire. Hier, c'est une dette pour l'entreprise. Parce que le salarié, le salarié, on lui a retranché l'impôt. Qui va payer l'État? C'est le salarié, c'est les entreprises. oui, Donc, attention, l'IR sur salaire, alors c'est l'entreprise qui supporte l'impôt, c'est les salariés. Les dates sont différentes. L'IS, il faut payer l'IS le 31 par mars exemple. et l'année suivante, oui. L'IR, ça te la fin du mois suivant. Les salaires sont payés mensuellement. Ou la TVA, ça te le mois suivant. Quand je mets la TVA que vous avez reçue, 4 de TVA récupérable, il faut payer à l'État la différence. هادشي كله غنشوفوا la méthode de calcul après Inch'Allah. Oui, monsieur, L'essentiel, c'est que c'est bon, oui, monsieur, merci beaucoup. je vous en prie. Donc, jusque-là, on a vu les 4 points. Les HOMA, le champ d'application. Ensuite, l'assiette de l'impôt. Ensuite, la liquidation de l'impôt. Quatrièmement, l'exigibilité. Le dernier concept, dernier point, c'est le recouvrement. Voilà. Le 5e point commun à tous les impôts, le recouvrement de l'impôt. Maintenant, le recouvrement, l'encaissement. Comment l'État va encaisser l'impôt? On a défini le champ d'application, on a défini la base imposable, on a défini le calcul, on a calculé. Quatrièmement, on a fixé le délai, la date. Maintenant, comment on va encaisser? L'État, comment il va recevoir l'impôt? Il s'agit des techniques prévues par la loi pour payer l'impôt. Point. Le recouvrement de l'impôt, l'encaissement de l'impôt, se fait de 3 manières, 3 méthodes. La première, l'imposition par voie de rôle. On va l'expliquer. Ou bien paiement spontané, ou bien par retenue à la source. 3 méthodes. Je fais la première méthode, l'imposition par voie de rôle. Le contribuable est appelé par l'administration à payer. Il reçoit un avis d'imposition. Le rôle. Le rôle, c'est un avis. L'avis, c'est un papier. Un papier qui vient de l'administration fiscale. Il vous demande, monsieur X, à l'adresse dialogue, on vous demande de payer le montant. Maintenant, de la taxe provisionnelle. Pour l'IS, quel est le rôle? Là, l'IS, c'est l'entreprise qui paye spontanément. Maintenant, taxe professionnelle, la taxe urbaine, il y a un papier le dar. Et je vous dis que l'agent et le fisc fait le nom d'IRC, le montant de l'impôt et la date limite à ne pas dépasser. Ah oui, 10 mars la date, l'exigibilité. Il n'y a pas la date. Personne ne paye l'impôt. Donc, le 14 décembre, le contribuable, j'ai l'avis, papier, paye taxe provisionnelle. Monsieur X, on vous invite à payer le montant de 4 000 dirhams, date limite de 22 janvier 2021. Il faut payer avant le 22 janvier 2021. Il doit le délai pour payer. S'il dépasse le 22 janvier, il va payer. Il va payer. Il va payer avec des majorations et avec des pénalités. D'accord? On appelle ça le rôle. Ou là, avis d'imposition. Le contribuable, la personne, ne paye que lorsqu'il reçoit l'avis. C'est qui j'ai l'avis. Très bien. La première méthode pour payer l'impôt, c'est payer par voie de rôle. Et un avis, un papier envoyé par l'administration fiscale au contribuable. Deuxième méthode, paiement spontané. Spontané. Dans ce cas, le contribuable, il prépare sa déclaration fiscale, il paye l'impôt dont il est redevable. Exemple, l'impôt sur les sociétés. Donc attention, l'impôt sur les sociétés, maintenant, j'ai un avis d'imposition. Non. L'entreprise, le 31-12, elle doit arrêter les comptes
Et là, jusqu'à le 31 mars, pour préparer la déclaration, pour calculer le montant de l'impôt, pour préparer le chèque. Le comptable de l'entreprise, qui fait la déclaration, qui fait les calculs et il dégage le montant. Il applique le barème. Il a 40 000 dirhams et il prépare un chèque de 40 000 dirhams. Et le 31 mars, il dit un dossier fait le bilan, le CPC et la déclaration de l'impôt et le chèque de 40 000. Donc, il déclare lui-même. Il paye d'une façon spontanée. Il ne veut pas attendre l'avis de l'État. C'est la raison pour laquelle, pour l'IS, qu'il y a la fraude fiscale. Est-ce qu'il y a la fraude fiscale? Parce que c'est l'entreprise qui prépare la déclaration. Mais attention, là, j'ai fait une remarque. Il ne faut pas comprendre que lorsque l'entreprise paye à l'IS, c'est définitif. Ou là, le fisc, il va croire toujours à l'entreprise. Là, le fisc, il reçoit votre dossier, il prend le chèque de 40 000, pour l'écrire le fisc, il a un délai de 4 ans. Il a un délai de 4 ans, qui est un délai de prescription. Maintenant, par exemple, vous avez déposé votre déclaration dès 2020, pour 2020. Vous avez préparé votre déclaration. Le 31 mars 2021, vous avez payé l'IS vous-même, de façon spontanée. Yani le comptable, il a payé de façon directe. Il a payé 40 000. Attention, alors le fisc, l'administration fiscale, il peut, pendant 2021, s'affecter des contrôleurs pour contrôler l'année 2020. Il est maître 2021, il peut le faire en 2022, sinon en 2023, sinon en 2024. Pendant les 4 ans, 21, 22, 23 et 24, alors il peut vous envoyer des contrôleurs pour contrôler toute la comptabilité dès 2020. Pour s'assurer, avec les 40 000 que vous avez payés, est-ce que c'est juste ou bien il y a de la fraude? Et si, le jour des contrôles, le fisc, il constate qu'il y a de la fraude, alors vous allez payer, en plus des 40 000, vous allez payer ce qu'on appelle un rappel d'impôt, un impôt supplémentaire, une majoration, avec des pénalités. Donc attention, il ne faut pas croire, il ne faut pas comprendre que le fait de payer de façon spontanée, de faire les calculs, c'est réglé et c'est définitif. Là, le fisc, il peut à n'importe quel instant, un délai de 4 ans, un délai de 4 ans défini par la loi, pour vous envoyer des contrôleurs pour s'assurer de la sincérité de votre comptabilité. Le jour des contrôles, les contrôleurs ils vont contrôler toutes les charges et tous les produits. Donc, payer spontanément, oui, sans attendre l'avis de l'État. Le fait de payer spontané, cela n'exclut pas le contrôle. Alors, il se peut qu'il y ait contrôle de la part du fisc pour s'assurer est-ce qu'il n'y a pas de fraude. Est-ce que c'est clair ce point-là, le petit B? Paiement spontané, c'est clair? Monsieur, Oui, oui. s'il Oui. vous plaît, les pièces liquides dit le comptable pour payer les impôts, c'est quoi? Vous avez dit Le bilan, le CPC, le compte de produits et charges, la déclaration de l'IS et le chèque. Le chèque pour payer. Il y a le bilan, en compte général, qui est dans le patrimoine, le bilan. Deuxième, le CPC, le compte de produits et charges, qui donne les résultats. Troisième pièce, la déclaration, avec le papier qui est rempli, pour dégager l'assiette de l'impôt et le montant de l'IS. Et bien sûr, le chèque. Le chèque pour payer le montant de l'impôt. C'est clair? merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, Je vous en prie. après, Monsieur, Oui. après les 4 ans, est-ce que pour le chèque, est-ce que pour le chèque, est-ce que le comptable doit, pour le chèque, est-ce que le comptable doit avoir les chèques de toutes les sociétés, ou bien il calcule la société qu'elle doit payer des impôts et il adresse, c'était pour quel, oui, monsieur? S'il vous plaît, pourquoi vous dites toutes les sociétés? Est-ce Quelles que- sociétés? Le comptable il travaille pour une société. Le comptable Je parle du comptable. travaille avec beaucoup de sociétés. Il ne travaille pas Non, avec non. une seule société. S'il vous plaît. Non, non. Ici, je parle des comptables de la société. Je parle du comptable qui travaille au sein de la société. Je ne parle pas des cabinets. Je Oui, parle monsieur. pas des cabinets.
Oui, أنا monsieur. je parle du Oui, monsieur, comptable j'ai de... compris, merci. Voilà. Oui. Votre camarade vous pose une question. Après 4 ans, la fille, l'étudiante, Après 4 ans, est-ce que le contrôle n'est plus valable? exactement. Après 4 ans, le contrôle n'est plus valable. Oui. Oui. La loi, il a fixé Ah, 4 ans. merci beaucoup, مثلا, monsieur. مثلا, en 2025, on ne peut pas contrôler l'année 2020. Oui. L'année 2020, كتولي كتسمى année prescrite. ما معنى prescrite؟ متقادمة. التقادم. La prescription هو التقادم بالعربية. Donc en 2025, la loi, l'administration fiscale ne peut pas contrôler l'année 2020. Troisième point, troisième règlement, c'est la retenue à la source. La retenue à la source, donc il y a trois méthodes pour payer l'impôt. Il y a imma par le rôle, l'avis d'imposition, ou bien paiement spontané, ou bien retenue à la source. Elle consiste à prélever le montant de l'impôt au contribuable au moment du paiement de son revenu. Donc, ce n'est pas le contribuable qui paye directement, mais une autre personne. Exemple, l'entreprise pour le salarié. Aujourd'hui au Maroc, le salarié, il supporte l'impôt. Mais ce n'est pas le salarié qui se déplace pour payer l'impôt. C'est qui paye l'impôt. Non, ce n'est pas le salarié qui paye l'impôt. C'est son entreprise qui lui prélève à la source. Retenez à la source. Si on compare les deux impôts, pour l'IS, il est payé spontanément, l'IS. On peut frauder pour l'IS. Pour les salariés, on ne peut pas frauder. Pourquoi? Parce que les salariés, ce n'est pas eux qui font les calculs. C'est l'entreprise qui fait les calculs et qui leur prélève l'impôt. Donc l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre le salarié et l'administration fiscale. Également la banque. Si une personne elle a placé une somme d'argent à la banque, elle reçoit des intérêts. Les intérêts, ça, on doit souligner. Normalement, بالنسبة للدين ديالنا هما اللي كنسميوهم الربا. Mais là, pour comprendre, la banque, lorsque vous bloquez une somme d'argent pendant 1 an ou 2 ans, lorsque la banque elle vous donne des intérêts, qu'est-ce que dit la banque? Elle prélève sur les intérêts un impôt qu'elle va donner à l'État. Elle prélève un impôt de 20% à la source. Donc, la personne qui va payer l'État avec 20%, c'est la banque qui prélève à la source. À la source, من المنبع. يعني, ici, ce n'est pas la personne qui paye directement, c'est soit l'entreprise, soit la banque. Donc les salariés, et c'est pour l'impôt, ils reçoivent le bulletin de paie. Ils sont informés comme quoi ils ont payé l'impôt, mais ce n'est pas le salarié qui se déplace pour payer l'impôt. Oui, c'est clair. Donc, s'il Oui, vous plaît, en résumé Oui, rapidement, il y a 3 méthodes pour payer l'impôt. Et imma par voie de rôle, voilà l'avis d'imposition, ou bien on paye de façon spontanée, le cas de l'IS, ou bien on paye par retenue à la source, il y a le cas de l'IR. Donc, Inch'Allah, essayez de lire le cours d'IRCOM, très bien lire le cours de l'IS, essayez de lire le support de CFTCOM, le support. Il faut lire le support d'IRCOM pour pouvoir me suivre et me comprendre au niveau du support. Voilà, et merci pour votre attention. Bon courage, merci.